Un pêcheur a trouvé sur la plage une énorme chaîne qui disparaissait directement dans la mer. Tout le monde lui disait de ne pas y toucher. Mais il a décidé de tirer, et ce qui s'est révélé dans les profondeurs, personne ne pourra jamais l'oublier. Abonne-toi pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Et écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Ethan Miller s'était réveillé ce matin-là, avec ce calme intérieur qu'il ne ressentait que lorsqu'il prévoyait une sortie vers Crescent Island. Depuis des années, il partageait sa vie entre sa petite ferme, perdue quelque part dans les terres froides de l'Alaska, et son penchant irrésistible pour la mer. C'était un équilibre étrange, presque fragile, construit sur deux mondes qui n'avaient rien en commun. D'un côté, les tâches quotidiennes, les saisons capricieuses, les bêtes qui réclamaient soins et habituelle attention. De l'autre, l'immensité silencieuse du Pacifique Nord, avec ses eaux sombres, son odeur de sel et ses promesses de solitude. Ethan savait que beaucoup de ses voisins le considéraient comme un homme réservé, parfois trop rêveur, mais lui comprenait que la mer lui offrait quelque chose que la terre ferme n'avait jamais pu lui donner. Son père lui avait appris à pêcher. Son grand-père lui avait raconté des histoires de marins et de tempêtes que personne n'avait vécues dans leur petite communauté. Et un vieux pêcheur, mort depuis longtemps, lui avait transmis cette règle simple. Écoute la mer, mais ne la sous-estime jamais. Elle a toujours le dernier mot. Ethan emportait depuis l'enfance cet héritage silencieux, qu'il avait façonné autant que le travail à la ferme. Crescent Island représentait pour lui un refuge qu'il s'était choisi, un morceau de terre isolé, battu par les vents, presque toujours désert. La première fois qu'il s'y était rendu, il avait été fasciné par l'âpreté des rochers, par les plages de galets où la mer déposait parfois des objets insolites, par cette impression que personne n'avait foulé ces berges depuis des décennies. Peu à peu, il avait fini par y retourner régulièrement. Chaque visite lui donnait la sensation de retrouver une part de lui-même qu'il ne parvenait plus à écouter dans sa vie ordinaire. Ce matin-là, il avait préparé sa petite embarcation avec des gestes méthodiques et lents, savourant chaque bruit familier. Le cliquetis des mousquetons, le frottement des cordages, le ronflement bref du moteur qu'il testait avant de prendre la mer. Le ciel était bas, typique de la fin du mois d'août, et l'air sentait l'iode et le froid mêlés. Ethan observa l'horizon, cherchant ces nuances grises qu'il connaissait si bien. Rien ne semblait annoncer un changement brutal du temps, et pourtant, une sensation confuse l'effleurait. Quelque chose qu'il ne parvenait ni à nommer, ni à chasser complètement. Il pensa à la ferme, aux travaux qu'il avait laissés en attente, aux factures qui s'accumulaient. Mais plus il fixait la ligne indistincte où le ciel rencontrait la mer, plus tout cela lui semblait lointain et sans importance. Il avait besoin de cette sortie. Le simple ronflement du moteur, une fois lancé, réussit déjà à apaiser ses pensées. Quand il s'éloigna du rivage, il sentit ce qu'il ressentait à chaque fois. La terre disparaissait lentement derrière une brume douce, et il avait la sensation qu'il se détachait du monde réel pour entrer dans un autre. La surface de l'eau était d'un gris métallique, légèrement ridé par le vent. Les mouettes suivaient un moment son embarcation avant de se lasser et de filer vers d'autres horizons. Seul au milieu du froid et du silence, Ethan laissa ses pensées divaguer. Il pensa à sa vie qu'il jugeait simple, monotone parfois, mais dont il n'aurait jamais voulu se défaire entièrement. Il se rappela des moments où la mer l'avait consolé sans rien lui demander en retour. Des soirs où, harassé par le travail, il s'était senti renaître simplement en respirant l'air salin. Crescent Island l'attendait, comme toujours, avec son mystère d'île abandonnée. Lorsqu'il en aperçut enfin le contour sombre, une impression de familiarité le traversa. Les falaises escarpées semblaient immobiles, intemporelles, comme si aucun événement humain n'avait jamais pu les marquer. Il se dirigea comme à son habitude, vers le rivage nord, le plus difficile d'accès, mais aussi le plus paisible et le moins fréquenté. C'était là qu'il aimait accoster, parce qu'il n'y croisait jamais personne, et parce que la nature y semblait plus brute et plus vraie. Il coupa le moteur à une dizaine de mètres du rivage, et laissa la barque glisser lentement sur l'eau. Lorsqu'il sauta sur les galets, le froid remonta immédiatement le long de ses jambes, mais il n'y prêta pas attention. Ce frisson faisait partie du rituel. Il marcha lentement le long du rivage, observant les galets encore humides des vagues qui venaient de se retirer. L'air sentait la mer fraîche et la pierre. Des algues rejetées formaient çà et là des lignes sinueuses entre les rochers,
Comme toujours, il se mit à chercher machinalement des coquillages ou de petits objets que les vagues auraient pu déposer. Il n'espérait rien de particulier. Il aimait simplement le geste de fouiller, de regarder, d'imaginer ce que le courant avait pu transporter depuis des kilomètres. C'est alors qu'un reflet inhabituel attira son attention. Un éclat brun-rouille, à peine perceptible au milieu des pierres sombres. D'abord, Ethan pensa qu'il s'agissait d'un morceau de métal quelconque. Peut-être un fragment d'un vieux bidon ou d'une chaîne cassée, un reste abandonné longtemps avant par un pêcheur. Mais en s'approchant, il sentit quelque chose changer dans son regard. Ce qu'il avait pris pour une simple pièce métallique était bien trop épais, bien trop large. Lorsqu'il se pencha, il découvrit un anneau, parfaitement rond, robuste, rongé par la corrosion, mais encore massif. Il posa la main dessus, machinalement. Le métal était glacé, insensible, lourd. À mesure qu'il dégageait les galets autour, un deuxième anneau apparut, puis un troisième. Il recula d'un pas, surpris. C'était une chaîne énorme, disproportionnée, comme celle qu'on n'utilisait que pour des navires colossaux. Il suivit du regard la direction où elle semblait aller. Elle serpentait sur quelques mètres, puis disparaissait sous la ligne des vagues. L'eau sombre semblait avaler la suite, comme si la chaîne se prolongeait indéfiniment vers les profondeurs. Ethan resta immobile un long moment, essayant de comprendre. Il avait déjà vu des chaînes de mouillage abandonnées, des restes de structures portuaires, mais jamais de cette taille. L'idée de la tirer lui traversa l'esprit, mais il la repoussa immédiatement. Impossible de déplacer quelque chose d'aussi massif sans équipement. Et surtout, il y avait quelque chose dans cette chaîne qui l'inquiétait. La façon dont elle semblait solidement fixée, dont elle ne bougeait pas d'un millimètre malgré les efforts timides qu'il tenta. Tout cela éveillait en lui une tension nouvelle, une intuition sourde qui remontait de très loin, comme un avertissement oublié. Il sortit son téléphone et prit plusieurs photos. Une partie de lui estimait que ce n'était sans doute pas important, qu'il exagérait peut-être. Mais une autre partie sentait au contraire que cette chaîne ne devait pas être ignorée. Il hésita avant d'appeler la garde côtière. Que dirait-il? Se moquerait-il de lui? Penserait-il qu'il perdait son temps ou qu'il avait trouvé un simple débris? Pourtant, après quelques secondes d'indécision, il composa le numéro. Il décrivit la chaîne, envoya les photos. Son interlocuteur sembla dubitatif au début, habitué aux fausses alertes et aux signalements exagérés. Mais lorsqu'il reçut les images, le ton changea. On lui demanda de rester sur place, de ne toucher à rien et d'attendre une équipe de spécialistes qui serait dépêchée dès que possible sur l'île. Ethan regarda de nouveau la chaîne, sentant la froideur du vent sur son visage. Il n'avait pas cherché à découvrir quoi que ce soit aujourd'hui. Il n'avait pas imaginé un seul instant que cette sortie tranquille ouvrirait la porte à une histoire bien plus vaste que lui. Pourtant, en observant cette masse de métal rongée par le temps et pourtant toujours solidement ancrée dans la mer, il comprit que quelque chose venait de commencer. Quelque chose qui dépasserait sa journée, sa routine, sa vie même. Crescent Island n'était peut-être pas aussi vide et silencieuse qu'il l'avait toujours cru, et les profondeurs qui l'entouraient semblaient ne vouloir murmurer des secrets que personne n'avait entendus depuis des décennies. Le silence qui enveloppait Crescent Island sembla se dissoudre peu à peu lorsqu'Ethan aperçut au loin la silhouette d'un bateau à moteur approchant du rivage. Après l'appel qu'il avait passé quelques heures plus tôt, il s'était assis sur une grosse pierre, non loin de la chaîne, et avait attendu sans vraiment savoir quoi penser. La mer, d'ordinaire apaisante, paraissait ce jour-là étrangement lourde, comme si elle retenait son souffle. Lorsque l'embarcation se rapprocha suffisamment pour qu'il distingue les uniformes et les équipements, il comprit que la garde côtière avait pris son signalement très au sérieux. Ce n'était pas un simple duo de patrouilleurs habituels, mais une équipe entière, composée d'hommes et de femmes portant des combinaisons spécialisées, des casques de communication et des sacs étanches remplis de matériel. La scène avait quelque chose d'irréel. Jamais il n'aurait imaginé voir un tel déploiement sur cette île solitaire, où jusqu'à présent, seuls des oiseaux et des vagues semblaient en vivre. Lorsque le bateau accosta, un officier descendit le premier, la démarche assurée, comme si le sol irrégulier et les galets humides n'avaient aucune prise sur lui. Il salua Ethan, le remercia d'avoir signalé la découverte et lui demanda de les conduire jusqu'au lieu exact. Ethan acquiesça en silence et les guida. À mesure qu'ils s'approchèrent de la chaîne, il sentit les regards s'intensifier derrière lui.
Les membres de l'équipe, jusque-là concentrés sur leurs instruments, laissèrent échapper des murmures étouffés lorsqu'ils virent les anneaux massifs qui dépassaient du sable et de la roche. L'ingénieur présent, identifiable à son attitude méthodique et à l'ordinateur portable accroché dans son sac, se pencha aussitôt, effleura le métal et constata l'ampleur de la corrosion. Les échanges murmurés entre les spécialistes révélèrent à Ethan que sa trouvaille était tout sauf banale. Il entendit les mots « structure lourde »,« ancien équipement maritime »,« absence de correspondance dans les registres ». Le simple fait qu'il n'y ait aucun vestige connu dans cette zone pour expliquer la présence d'une chaîne de cette taille ajoutait au mystère une dimension presque inquiétante. Les préparatifs commencèrent aussitôt, sans pause ni hésitation. L'équipe érigea un périmètre de sécurité autour de la zone, utilisant des piquets temporaires et de la corde fluorescente. Un technicien plaça même une balise sur l'un des rochers afin de pouvoir repérer depuis la mer l'endroit exact de l'opération. Le vent s'était renforcé, fouettant leurs vêtements, mais personne ne semblait en tenir compte. Les gestes des membres de l'équipe étaient précis, comme s'ils suivaient un protocole qu'ils maîtrisaient parfaitement. L'ingénieur prit des mesures, photographia la chaîne sous plusieurs angles et échangea avec l'officier quelques phrases qui firent naître sur son visage une expression plus grave encore que lorsqu'il était arrivé. Lorsque les plongeurs commencèrent à se préparer, Ethan resta quelques pas en retrait, observant sans oser intervenir. Il regarda les combinaisons noires et épaisses qui se détachaient nains sur le sol clair, les casques qu'on ajustait soigneusement, les gants résistants que chacun vérifiait plusieurs fois avant de les enfiler. L'un des plongeurs, un homme à la voix calme, expliqua à ses collègues que l'eau serait particulièrement froide aujourd'hui, même pour un plongeur expérimenté. « On avance lentement, on suit la chaîne et on reste en communication », insista-t-il. Ces mots, bien qu'adressés à son équipe, firent écho à l'intérieur d'Ethan. Il n'avait jamais imaginé que sa simple curiosité pourrait mener à une opération aussi délicate. La mer s'était assombrie tandis que les premières combinaisons noires glissèrent dans l'eau. Les plongeurs se laissèrent porter quelques mètres, puis disparurent progressivement sous la surface. Il ne resta bientôt plus d'eux que le clapotis léger qui se refermait derrière leur silhouette. Sur la plage, l'ingénieur suivait en direct les transmissions vidéo provenant des caméras fixées au casque. L'écran affichait pour l'instant seulement des bulles et des ombres troublées par les mouvements de l'eau. Le son de la radio, un léger grésillement constant, semblait absorber l'attention de tous. Ethan restait immobile, les yeux rivés sur ce qui se déroulait sous ses pieds, conscient que quelque chose de grave ou d'extraordinaire allait bientôt émerger de ses profondeurs. Les premières images exploitables apparurent enfin. La chaîne, sous l'eau, semblait encore plus massive. Les plongeurs avançaient lentement, éclairant le chemin de leurs lampes puissantes. La visibilité demeurait mauvaise. L'eau était trouble, alourdie par les sédiments et la végétation marine. Malgré cela, ils suivaient obstinément les anneaux de métal qui s'étendaient vers le large comme un couloir imposant. Les voix des plongeurs, légèrement déformées par les communications sous-marines, parvenaient jusqu'au rivage. On les entendait murmurant des informations précises, profondeur, orientation, conditions de visibilité. Ethan, qui observait chaque instant, sentit son cœur battre plus vite. La chaîne n'avait plus rien d'un simple objet abandonné. C'était un lien, littéralement, vers quelque chose de gigantesque, enfoui dans l'obscurité. Au bout de plusieurs minutes, un des plongeurs annonça qu'il discernait une structure métallique. Le silence tomba instantanément sur la plage. Chacun retint son souffle. Les images devinrent plus nettes, une paroi de métal recouverte d'algues sombres et de mollusques. Le plongeur nettoya un petit espace avec son bras, révélant une surface lisse, puis une courbe qui ne laissait aucun doute sur la nature de l'objet. Une coquille de navire. Les autres plongeurs approchèrent à leur tour, examinant différents points de la structure. La caméra montrait un fuselage imposant, long, effondré par endroits, mais reconnaissable. L'équipe à terre chuchota des mots que le vent emportait aussitôt, mais Ethan comprit au ton de leur voix qu'ils avaient devant eux le vestige d'un navire bien plus grand que ce qu'il avait pu imaginer. Le responsable technique, les yeux rivés sur l'écran, déclara que le navire semblait brisé en deux. La coque était déformée, mais son alignement, sa structure même, suggérait là qu'il s'agissait d'un bateau militaire, peut-être un destroyer ou un patrouilleur. La simple hypothèse fit frissonner Ethan.
Tout à coup, la chaîne prit une dimension différente. Elle n'était plus un objet étrange, intrigant. Elle devenait une pièce d'un puzzle historique, peut-être tragique. L'équipe au sol échangea longuement avec les plongeurs, leur demandant de balayer visuellement certaines zones. Après un temps, les spécialistes décidèrent qu'une exploration interne serait nécessaire pour identifier le navire et comprendre ce qu'il faisait ici. Les risques étaient évidents. Un navire ancien, brisé, reposant à une telle profondeur, pouvait s'effondrer au moindre contact. Les plongeurs remontèrent pour se reposer et préparer une seconde descente, cette fois pour pénétrer dans la carcasse de métal. Ethan observait toute la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension. Il n'était plus un simple pêcheur venu chercher la solitude. Il était devenu le témoin d'un événement qui dépassait sa compréhension. Le navire éternellement prisonnier des profondeurs éveillait un sentiment d'étrangeté sombre, comme si le passé lui-même se révélait peu à peu. Et même si personne ne le disait franchement, chacun sur la plage semblait sentir la même chose. Ce qu'ils allaient trouver dans ce navire ne serait pas anodin. Le silence retomba sur Crescent Island, tandis que les plongeurs se préparaient pour le second plongeon, un silence où se mêlait soudain l'ombre de la guerre, du danger et d'un mystère enfoui depuis des décennies. Lorsque les plongeurs revinrent se regrouper près des équipements pour préparer leur second départ, l'atmosphère sur la plage changea imperceptiblement. Le vent s'était levé, faisant frissonner les cordages de la balise installée plus tôt et apportant avec lui une odeur de sel plus âcre qu'auparavant. Personne ne parlait plus à voix haute, comme si chacun était pleinement conscient de la fragilité de ce qu'il s'apprêtait à affronter. La découverte de la coque avait déjà transformé cette journée en un événement d'une ampleur inattendue, mais l'idée même de pénétrer à l'intérieur d'un navire brisé, reposant dans les profondeurs glacées de l'océan, éveillait une tension sourde que même les professionnels présents ne pouvaient totalement masquer. Ethan observait les plongeurs ajuster leurs combinaisons renforcées, vérifier chaque joint, serrer chaque sangle. Le moindre de leurs gestes révélait une vigilance extrême. L'un d'eux, celui qui dirigeait l'équipe, expliqua aux autres d'une voix calme mais déterminée qu'ils allaient pénétrer par la brèche centrale, là où la coque s'était ouverte, car c'était l'endroit le moins dangereux pour entrer sans provoquer l'effondrement des structures. Il insista sur le fait qu'aucun objet suspect ne devait être déplacé, qu'aucun contact inutile n'était permis. Le risque d'un effondrement interne ou d'une explosion accidentelle n'était pas à prendre à la légère, surtout si le navire était bel et bien militaire, comme les premières images l'avaient laissé supposer. Ethan sentit son cœur s'alourdir en entendant les mots « structure instable » et « danger d'explosif ». Jusqu'ici, il observait tout cela comme un spectateur curieux, conscient de l'importance historique de la trouvaille, mais tout à coup, il prit la pleine mesure du danger réel. Si le navire contenait des munitions, si certaines d'entre elles avaient survécu intactes aux décennies passées dans l'eau glacée, alors un simple choc, une vibration mal maîtrisée, pouvait suffire à déclencher une réaction en chaîne. Il eut un frisson en comprenant que cette chaîne qu'il avait trouvée par hasard n'était peut-être que le lien matériel menant à une menace tapie depuis le cœur de la Seconde Guerre mondiale. Les plongeurs se rapprochèrent de la mer. L'eau semblait encore plus sombre qu'auparavant, comme si elle savait contenir un secret que les hommes s'apprêtaient à violer. Ils entrèrent dans l'eau par petits groupes, leurs lampes déjà allumées, prêtes à éclairer les ombres oppressantes du navire englouti. Le bruit régulier des communications radio reprit, ponctué par le grésillement de l'appareil posé près de l'ingénieur. Celui-ci suivait attentivement les signaux envoyés par les caméras sous-marines. Le responsable de l'opération se tenait à côté de lui, les bras croisés, l'expression grave, le regard fixé sur l'écran qui tremblotait légèrement lorsque le signal passait à travers les masses d'eau compactes. Au fil de leur progression, les plongeurs s'enfonçaient dans une obscurité presque totale. Seules leurs lampes perçaient les ténèbres, révélant les parois métalliques, le sable en suspension, les algues qui ondulaient comme des fragments de souvenirs engloutis. Ils atteignirent la brèche centrale, et lorsqu'ils franchirent l'ouverture béante, les images projetées sur le moniteur changèrent radicalement. On distinguait des couloirs effondrés, des panneaux rongés par le temps, et la mer, des morceaux de câbles flottant paresseusement dans l'eau. L'intérieur du navire ressemblait à un mausolée oublié, où chaque objet semblait figé dans un état d'attente perpétuelle. À un moment,
l'un des plongeurs signala la présence d'une ancienne salle technique, des consoles brisées, des fragments de levier, des attaches métalliques. Le responsable technique à terre identifia aussitôt certains éléments comme appartenant à une construction militaire datant probablement du milieu du XXe siècle. Mais ce n'était pas encore cela qui fit frémir l'équipe entière. Ce moment vint quelques minutes plus tard, lorsqu'un des plongeurs annonça qu'il voyait un alignement de boîtes massives contre une paroi intacte. L'écran montra alors une pièce sombre, tapissée de coffres métalliques et de caisses en bois gonflées par l'eau. Certaines étaient ouvertes, laissant entrevoir des cylindres luisants, d'autres semblaient presque neuves, comme si elles avaient été protégées miraculeusement de l'usure du temps. Quand la caméra se focalisa sur les symboles gravés sur l'un des coffres, un silence tomba sur la plage. Les pictogrammes étaient parfaitement reconnaissables, malgré les décennies passées sous l'eau. L'avertissement international pour explosifs. Le plongeur approcha sa lampe d'un peu plus près et révéla le texte à demi effacé, indiquant la présence de munitions lourdes. Et ce qui avait l'air d'être des mines ou des bombes sous-marines, alignées sagement dans leur sommeil gelé, fit monter un froid dans la colonne vertébrale de tous ceux qui observaient. À cet instant, l'officier donna l'ordre de remonter immédiatement. Aucune hésitation, aucun doute. Rester dans cet espace saturé d'explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale, fragilisé par le temps, mais peut-être encore fonctionnel, était un risque impossible à défendre. Les plongeurs reculèrent lentement, conscients que chaque mouvement devait être exécuté avec une précision absolue. Ethan, qui suivait chaque geste, sentit une tension douloureuse dans sa poitrine. Il imaginait les dangers invisibles dans cette pièce engloutie, la puissance morte mais encore vivante de ces objets fabriqués il y a tant d'années. Les plongeurs sortirent du navire par la même brèche, s'éloignèrent en nageant prudemment, et l'un après l'autre, leurs silhouettes réapparurent sous la surface, d'abord indistinctes, puis nettes, jusqu'à ce qu'ils émergent, haletants mais indemnes. Lorsqu'ils regagnèrent la terre ferme, leur visage traduisait un mélange d'effort, d'inquiétude et de conscience aiguë de ce à quoi ils venaient en échapper. L'ingénieur et l'officier discutèrent rapidement, chacun parlant avec une certaine urgence. Il ne s'agissait plus seulement d'une découverte archéologique ou historique, mais d'un danger réel pour quiconque s'approcherait trop près de l'épave. L'ordre fut donné de fermer l'accès au rivage, d'interdire toute navigation autour de l'île et d'alerter une équipe spécialisée dans la neutralisation d'explosifs sous-marins. Les techniciens commencèrent à poser de nouvelles balises et l'un des membres de l'équipe transmit des messages codés vers le continent. L'ambiance à présent était plus lourde encore que lors de la première plongée. Les regards sérieux, les gestes pressés et cette sensation de menace suspendue rendaient palpable la gravité de la situation. Ethan se tenait légèrement en retrait, incapable de détacher les yeux de la mer. Ce qu'il avait découvert ne relevait plus d'une simple curiosité. La chaîne, le navire, les munitions, tout cela formait un puzzle tragique et puissant, une relique dangereuse d'un conflit lointain. La mer avait gardé ce secret pendant des décennies, et lui, sans le vouloir, venait de l'exposer. Une partie de lui éprouvait un étrange sentiment de responsabilité, bien qu'il n'y fût pour rien. Une autre partie, plus profonde, ressentait un vertige, comme si la frontière entre le présent et le passé venait de se fissurer. Les vagues continuaient à frapper doucement le rivage, indifférentes, patientes, indomptables. La nuit commença à tomber lentement, et Crescent Island semblait se fondre dans l'obscurité, porteuse d'une histoire que les hommes n'avaient pas encore fini de découvrir. Ethan comprit que ce qu'ils avaient trouvé aujourd'hui n'était que le début, et que les jours à venir seraient marqués par une tension plus grande encore, celle qui accompagne toutes les révélations véritablement dangereuses. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation inhabituelle autour de Crescent Island, bien différente du calme solitaire qu'Ethan y avait toujours connu. Dès l'aube, un nouveau bateau approcha, plus grand et plus chargé que le premier. À son bord se trouvaient des spécialistes du déminage sous-marin, venus directement de la base militaire la plus proche. Leur présence confirma ce que tout le monde avait compris dès les premières images filmées à l'intérieur de l'épave. La situation n'était pas seulement historique ou scientifique, elle était dangereuse. Les explosifs découverts dans le navire n'avaient rien perdu de leur potentiel destructeur, malgré les décennies passées dans les eaux glacées du Pacifique Nord. Les visages fermés des nouveaux arrivants, leurs gestes calculés,
la manière minutieuse dont ils observaient chaque détail avant d'intervenir, tout indiquait qu'ils traitaient cette opération comme l'une des plus sensibles qu'ils aient eu à mener. Ethan, qui assistait aux premiers échanges entre les équipes, demeurait discret. Pourtant, il sentait à quel point la simple photographie qu'il avait envoyée avait déclenché un mécanisme dont il n'avait pas prévu l'ampleur. La première mission des démineurs était d'évaluer précisément le danger représenté par les munitions. Ils se relayèrent pour descendre à tour de rôle dans l'épave, équipés d'outils spécialisés, de détecteurs, de systèmes de neutralisation. Le navire englouti leur apparaissait comme un piège colossal, une caverne d'acier dont chaque recoin pouvait cacher une explosion en sommeil. À terre, l'équipe logistique installa un camp provisoire, plus élaboré que celui des premiers jours. Des instruments de mesure furent disposés sur des tables renforcées, des antennes furent montées pour assurer des communications stables, et une tente de commandement fut dressée au centre. Ce déploiement imposant aurait presque donné à l'île l'allure d'une base avancée en territoire hostile, si l'environnement n'avait pas été aussi désertique. Pendant ces jours d'effort, Ethan resta souvent en retrait, mais il observait tout avec un intérêt presque douloureux. Le travail des démineurs était une danse lente et dangereuse. Chaque matin commençait par des instructions strictes, chaque descente suivait un protocole précis. Le soir, ils revenaient épuisés, mais satisfaits d'un pas de plus vers la sécurisation de l'épave. Ils parlaient de détonateurs instables, de mines dont certains mécanismes étaient encore intacts, de caisses de munitions certes gonflées par l'eau, mais loin d'être inoffensives. La pensée que tout cela reposait sous la mer, tout près du rivage où il aimait marcher, glaçait Ethan. Il se surprenait à imaginer ce qu'un simple choc aurait pu provoquer si quelqu'un avait tenté de remonter la chaîne par curiosité ou par ignorance. La mer, ce jour-là, lui semblait plus énigmatique que jamais, comme si elle avait protégé et gardé ce secret trop longtemps. Lorsque la plupart des explosifs furent enfin neutralisés, un changement notable se produisit. Le ton des spécialistes devint moins grave, leurs mouvements moins précipités. L'épave était encore instable, bien sûr, mais la menace immédiate avait été largement réduite. Les historiens et les militaires purent alors commencer leur propre travail d'identification. Ils se penchèrent sur les fragments visibles, une numérotation partiellement lisible, des pièces métalliques porteuses d'estampilles anciennes, des restes d'équipements techniques appartenant manifestement à la marine. Ces indices les conduisirent à consulter des archives de la Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles ils découvrirent la mention d'un navire disparu il y avait plus de 70 ans. Un destroyer d'escorte engagé dans une mission de patrouille dans l'océan Pacifique Nord, officiellement porté disparu sans laisser de traces. Personne n'avait jamais su ce qui lui était arrivé et son dernier message radio n'avait fait état d'aucune urgence. Le retrouver ici, à proximité de Crescent Island, soulevait davantage de questions qu'il n'apportait de réponses. Les chercheurs commencèrent à reconstituer les derniers jours du navire, reconstituant son parcours probable, ses missions possibles, les hypothèses de sa disparition. Certains penchèrent pour une tempête violente, d'autres pour une attaque ennemie restée hors des radars, d'autres encore pour un accident interne, peut-être lié à l'armement lourd qu'il transportait. Mais ce qui troublait le plus restait son éloignement des routes connues. Que faisait un navire militaire à cet endroit précis? Pourquoi aucune trace de détresse n'avait été envoyée? Pourquoi n'avait-on jamais retrouvé le moindre débris auparavant? Toutes ces interrogations flottaient entre les discussions des experts, créant une tension semblable à celle d'une enquête à moitié résolue. Ethan écoutait parfois leurs conversations, fasciné par la manière dont des fragments de métal, des lettres à demi effacées, suffisaient à raviver des histoires de guerre enfouies dans les archives. L'arrivée des médias ne tarda pas. Malgré les efforts de l'équipe pour maintenir la discrétion, la nouvelle d'un navire militaire retrouvé près de Crescent Island s'était répandue. Des journalistes commencèrent à affluer depuis le continent, cherchant à recueillir des informations, à prendre des images de loin, à interroger ceux qui voulaient bien parler. Ethan, malgré lui, devint une figure centrale de l'histoire, le simple homme qui avait trouvé la chaîne, celui qui avait déclenché toute cette opération. Certains cherchaient à l'interviewer, d'autres voulaient filmer ses gestes ou le photographier à côté de la chaîne, comme s'il s'agissait d'un trophée. Mais Ethan refusa presque toujours ces demandes. Il n'aimait pas l'attention, et encore moins l'idée qu'on utilise cette découverte pour la transformer en spectacle médiatique.
Il éprouvait un profond respect pour le navire et pour les hommes qui y avaient sans doute perdu la vie. Il ne voulait pas que leur histoire devienne un simple récit sensationnel, destiné à faire du bruit quelques jours avant de tomber dans l'oubli. Il préférait rester dans l'ombre, fidèle à sa nature calme et humble. Pourtant, malgré sa réserve, sa vie changea. Au village, on le reconnaissait davantage. Il recevait des remerciements de personnes qu'il ne connaissait pas. Certains l'appelaient désormais le pêcheur qui a sauvé l'île, car les munitions, si elles avaient explosé pour une raison ou une autre, auraient même pu provoquer une catastrophe. Ethan acceptait ces mots avec une gêne sincère. Il n'avait rien fait d'extraordinaire, pensait-il. Il avait simplement regardé le sol, vu une chaîne, et décidé de prévenir les autorités. Mais il comprenait aussi que pour beaucoup, cette histoire incarnait la fragilité du passé et la manière dont celui-ci surgissait parfois au cœur du quotidien. Il fallut encore plusieurs semaines pour que toutes les opérations se terminent. Et lorsque l'île fut déclarée sûre, lorsque les derniers bateaux quittèrent de Crescent Island, Ethan éprouva un sentiment étrange, un mélange de soulagement et de nostalgie. Il retourna sur l'île peu après, seul cette fois, avec seulement l'intention de revoir le lieu où tout avait commencé. Le rivage était redevenu silencieux. Les traces des installations militaires avaient disparu, emportées par le vent et les marées. La chaîne, en grande partie retirée ou sécurisée, ne semblait plus qu'un souvenir de métal. Pourtant, en regardant la mer, Ethan sentit qu'il ne reverrait plus jamais l'île de la même manière. Elle n'était plus un refuge vide, un coin oublié du monde. Elle était devenue le seuil d'un secret, le tombeau d'un navire et d'hommes dont l'histoire venait enfin d'être révélée. Il resta longtemps immobile, les yeux perdus dans les vagues. La mer battait la côte avec la même régularité qu'autrefois, indifférente aux découvertes humaines, aux peurs, aux mystères. Et pourtant, pour Ethan, elle avait changé. Elle possédait désormais une profondeur différente, une voix silencieuse qui rappelait que le passé dort souvent, juste sous la surface, prêt à surgir à travers une simple chaîne rouillée qu'on remarque un matin sans s'attendre à rien. Ne pars pas, d'autres histoires surprenantes arrivent. Abonne-toi pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Partage ce clip avec tes amis, qu'ils découvrent eux aussi ce qui peut se cacher dans les endroits les plus ordinaires. Et n'oublie surtout pas d'écrire en commentaire d'où tu regardes.